Bonsoir, bienvenue dans RS, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Bah écoutez, genre la France, pays de grève et de ponts, on a bien compris comment ça se passait. Non, et ça c'est des concours de circonstances. On n'a pas cherché à sécher, mais il y a un moment je pouvais pas. Il y a un moment, je me suis dit tiens, je vais aller faire une convention à la Réunion, mais vraiment que pour le bien du doublage français. N'y voyez aucune manière d'aller passer des vacances là-bas. Et vraiment, c'était pas du tout ça. C'est l'abnégation d'un comédien, tu vois. Je ne sais pas pourquoi je ne te crois pas, mon cher Donald. Écoutez, t'en as pas raté une aussi à cause du vaccin, le chikungunya, qui t'avait mis un petit peu en difficulté. Mais j'ai tellement pris tarif. Bon, bref. On s'égare. Ça fait plaisir de vous retrouver. Notre Jean-Louis National n'est pas là, mais on le retrouvera la semaine prochaine. Parce que ça y est, maintenant on est parti sur un tout droit jusqu'à la mi-juillet, tous les lundis. Retour de Racing Stream pour parler de l'actualité moto, auto et avec de super invités. Alors les gars, je n'ai pas besoin de vous présenter, mon cher Anthony, mon cher ami. Remercie d'être là, mais vous n'êtes pas venu seul et c'est toi, Anthony, qui nous a ramené cette petite perle. Théo Yaquinta, tu es responsable, tu as vu un peu ça, Yaquinta. Et avec l'accent, c'est très bien. C'est beau. Alors, tu bosses chez Sodicart, qu'on ne présente plus, leader du kart, même quand j'avais 13 ans, je m'intéressais et Sodi, c'était déjà un truc de fou. Et toi, tu t'occupes du SWS, c'est le programme de compétition avec... en gros, des cartes de location, même si c'est pas exactement ça, mais en tout cas, c'est pour permettre le sport mécanique avec un budget moindre et de faire des courses incroyables d'endurance. C'est ça ? C'est ça, exact. Donc chez Sodicart, ça va faire plus de 40 ans maintenant qu'on est fabricant de cartes. Et on a cette formule SWS qu'on détaillera peut-être, je pense, juste après, avec laquelle il est possible d'accéder au sport automobile, au sport mécanique, plus précisément, à bas coût, avec peu de matériel. Et c'est ouvert à tous à partir de 7 ans. Donc c'est une formule qui est pour tout le monde et c'est une formule qui est de plus en plus appréciée par les pilotes. C'est clair. D'ailleurs, il y a la team KMRS qui vous regarde. Envoyer un message. Le SWS, le Thomas, évidemment, la famille, ils sont tous là. Pour votre famille, donc on peut dire que ton père a joué à la Juve également. Non, alors on ne parle pas, on ne parle plus de PSG. Ah non, sinon... ils sont en finale quand même. Oui, non, mais bon, quand même, ça va. Fais attention, Rémi, je sais que tu aimes le foot. Justement. Oui, je sais très bien. Moi, je suis pas un footix, mais pas loin, mais je sais quand même un petit peu. Bon, en tout cas, on va vous parler de la victoire monumentale du MotoGP, bien évidemment, mais pas que. On va repartir un petit peu en arrière sur la Formule 1 avec Alpine aussi, avec tous ces changements. On va parler de Verstappen qui s'intéresse à l'endurance. Oui. Et bien évidemment, tu nous parleras des 6 heures de Spa-Francorchamps. C'était encore une belle génial. Course. Ouais, franchement, j'ai vu beaucoup d'extraits sur les réseaux sociaux. Je l'ai pas vu les 6 heures, mais il y a eu beaucoup de choses. Quelque chose. Mais je pouvais pas et tourner des trucs et en même temps être là sur tout. Et on parlera bien évidemment du SWS, comment s'approcher de cette compétition. Tu vas tout nous dire, comment ça se passe, les résultats. Mais avant tout, nous allons commencer bien évidemment par la moto, une fois n'est pas bitume, avec le MotoGP. C'est parti, Pat Le Guen, envoie le générique. Ah, les Arcos. Ah bah là, il n'y a même plus les Arcos, là, c'est bon, on est sur la totale. On va parler bien évidemment du sprint, parce qu'il y a eu du sprint. Et ensuite, on reviendra sur évidemment cette victoire incroyable, tactique, coup de poker. Est-ce qu'on parle du sprint, franchement? Oui, si. Mais j'étais étonné quand j'ai vu le sprint là-dessus, mais parlons-en. Fabio Quartararo, c'est vrai qu'il était en feu au qualif, et ils ont sorti des temps de l'espace, tombé là, du 1:30. Moi, j'ai vu des chronos, je me suis dit, mais les mecs, ils me mettaient 25 secondes à l'époque, j'étais en mobilette à côté, quoi. Donc, Fabio Quartararo, bravo, Grand Prix de France, 2e pole d'affilée, puisque je vous rappelle qu'il était pole à Jerez, où il a terminé sur le podium 2e, 18e pole de sa carrière quand même. Il devient de plus en plus fort, on voit que sur un tour, il est très 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 fort. Malheureusement, ça va être trop compliqué pour lui. Et les frères Marquez s'échappent, le passent. Marc Marquez gagne pour la 6e fois d'affilée en 6 courses sprint cette année. 2e, Alex Marquez. Et la surprise, tout le monde parlait en début de saison à Buriram de Oyogura, le japonais qui a fait 4 et 5. Avec son dernière course 4 et 5 pour Fermin Aldeguer. Et là, Fermin Aldeguer fait podium. On verra aussi qu'il a fait podium après de la course longue, mais chapeau. Et la façon dont il a attaqué, dont il a dégagé Fabio Quartararo dans la course sprint. Dans les derniers instants. Il se pose pas de questions. C'est...
Est-ce qu'on a un renouveau de Fabio, clairement, là, ou est-ce que c'est la maison et que, comme tous les Français qui ont fait beaucoup de compétitions, tu connais Le Mans, enfin, chaque bitume, tu peux l'appeler par son prénom. Non. Là, ça va valoir peut-être un petit peu pour Johan, mais non. Ça va beaucoup mieux. Sur un tour, c'est clair, on le savait déjà qu'il allait vite. Depuis Jerez, on voit vraiment que ça a progressé. Tu fais pas 2 pole positions face au Ducati comme ça, quoi. On est d'accord. Face à Marc Marquez, il allait chercher le record de la piste. Hein. Ouais, c'est incroyable. Hein. Il y a eu, je crois, un changement de moteur récemment pour Yamaha, c'est ça? Alors, il y a eu ça aussi. Ils ont fait, lors des essais, il a validé le choix d'essai qui a été fait. Je pense que c'était à Jerez de la Frontera. Et là, il continue de travailler d'ailleurs, parce que j'ai eu la chance d'être pour la première fois de ma vie sur un week-end de MotoGP. Je suis trop content, je suis comme un fou. Et en fait, il faisait des essais déjà chez Yamaha pour tester des bras oscillants, pour tester un petit peu du matériel, toujours du développement. Et c'est Rins qui s'y collait. Est-ce que, en faisant un parallèle un petit peu grossier, on n'aurait pas un Yamaha qui reviendrait un petit peu dans la course, un peu comme McLaren l'a fait en Formule 1, après des années en deçà, et d'un seul coup, pouf, ça y est, ils sont de retour, ils sont là. On aimerait y croire, mais... Moi, j'ai surtout vu le retour d'un autre japonais ce week-end. Vas-y. De Honda. Mais oui. Ils n'avaient pas gagné depuis... c'était Rins au Saxon Ring. Non, c'était à Austin, non? C'était à Austin. Ça faisait une éternité. Je crois qu'on était à 22 victoires d'affilée déjà des Ducati. Et autrement, quand ils ne gagnaient pas, c'était KTM ou Aprilia. Hein. Exactement. Donc là, les Japonais, c'était... Effectivement, Rins, c'était aux États-Unis. J'ai cru que tu allais me dire Taki Nakagami qui revient. C'est vrai qu'il était là. Il était de retour. À la différence du coéquipier de Johan Zarco, le pilote thaïlandais qui, lui, malheureusement, était blessé. Donc, il n'y avait qu'un seul pilote chez LCR, en plus. Et du coup, avant de parler de la course longue, donc Fabio qui a raté le podium de peu, qu'est-ce qui lui a manqué? Parce que on va parler après, la chute qu'il a eue, c'est dommage, parce que c'est vrai qu'il avait fait un très très beau Grand Prix. Qu'est-ce qui lui a manqué sur ce sprint, Fabio? Sur le sprint, c'était pas jouable. Quand même, Ferminal de Guerre peut te passer. C'était, voilà, dès qu'il a eu fait 5 ou 6 tours, il a vu que c'était pas jouable. Il a été raisonnable, il a pris ce qu'il a pu prendre, c'est-à-dire 4e. Je pense que c'est la dégradation de pneus. La aussi. dégradation de pneus. C'est très difficile. Attends, 4e, c'est un renouveau aussi. Hein. Je veux dire, là, pour Fabio, c'est quand même très très fort. Il n'a jamais été très fan de ce circuit, justement, au Mans. Et de la course sprint. Et de la course sprint. Donc là, 4e, c'était un bel enseignement. Quand tu dis que les Yamaha reviennent, j'ai envie de dire oui et non. Fabio Quartararo revient, il n'y a que lui. Hein. S'il n'était pas là, c'est un petit peu comme quand Marquez cachait. Quand Marquez cachait, c'est l'arbre qui cachait la forêt chez Honda, les autres, ils sont inexistants. Hein. On a l'impression que c'est ça. Alors Alex Rins, il revient de blessure, il n'est pas encore à 100%, mais bon, t'en as une qui fonctionne et l'autre, bof, quoi. C'est clair. Bon, en tout cas, bien pour Fabio, ça fait plaisir. Ça a fait plaisir de voir les postes de Canal+, et de voir marquer les records du tour avec un Français. Et on pensait qu'on avait touché le Graal déjà pour ce week-end, mais le meilleur était encore à venir. On va revenir sur... Oui. Il y en a un qui a pris l'eau quand même, Bagnaia, qui tombe en course sprint. Ah oui, non, mais moi j'étais déjà parti sur Zarco là. Mais vas-y. Non, mais t'as raison, vas-y. Il a raison parce que Pecco Bagnaia va tomber dans les 2 courses. Oui. Et là, a priori, il commence à y avoir des rumeurs. Je suis pas certain, même s'il est champion du il était champion du monde il y a 2 ans, qu'il puisse garder sa place. On parlera tout à l'heure de Superbike. Boulega, mine de rien, vient de faire un triplé, gagne tout. Je pense que c'est le favori pour le titre en Superbike. Et oui, devant Toprak. Et il est italien. Attention. Tu penses que Bagnaia peut être remplacé? J'en sais rien. Sacré coup quand même. S'il continue comme ça, si tu commences à te faire battre par Ferminal de Guerre... C'est vrai. Dans ce cas-là, autant prendre Alex Marquez ou Ferminal de Guerre. Hein. Oui, finalement. Ça paraît tellement tôt pourtant. Enfin, on en parle d'un champion du monde. Et il est en difficulté. Hein. Oui, on est d'accord, mais quand même, ça... C'est pas Alpine quand même, Ducati. Non, mais ils sont en train de se rendre compte de ce que c'est que d'avoir un coéquipier comme Marc Marquez. Il le lamine. Et alors là, certes, il est tombé, allez, on va dire un petit peu de sa faute dans la course au sprint. Il y est pour rien en revanche dans la course principale. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais c'est lui qui est tombé dans le premier virage. Il se fait écarter surtout. Il était en pneu pluie, il avait le bon choix, lui. Ouais. Comme Johan. C'est lui qui est tombé au Dunlop, c'est ça? Il se fait pousser. Et puis il va sur Johan Mir, qui va lui-même sur Johan Zarco. C'est un miracle, Zarco. Un miracle, parce qu'il repart quasiment dernier. Déjà, il avait cabré au départ. Et là, quand il se fait pousser dans ce coup-là, il a dit, il pensait que son Grand Prix était perdu. Il est sorti dans les graviers. C'est gagné dans ces conditions-là. C'est miraculeux. Mais j'avais dit à Ferminal de Guerre, parce qu'on l'a interviewé mercredi avec Randy Le Punier, je lui dis, mais là, sache une chose, il va pleuvoir le dimanche pour la course. J'avais regardé la météo. Tout est possible. Tu peux gagner. Et le présentateur qui était avec moi, il s'est dégonflé. J'ai dit, Fermine, devant le public, j'ai dit, si tu gagnes,
il va se faire la boule à zéro. Il n'a pas voulu. Donc j'ai dit, moi, si tu gagnes, je vais le faire. Et à un moment, je me suis dit, il va le faire. On l'aurait fait en direct dans Racing Stream, bien évidemment. Ah bah oui. Sur une course comme ça, si le gars est doué, qu'il a une bonne moto et qu'il est malin, tout est possible. On l'a vu avec Johan. Mais d'ailleurs, ça me rappelle 2007, non? C'était pas ça, ce Grand Prix où c'était Vermeulen qui avait gagné, il me semble. Où les Français avaient mené tous les deux, Randy de Pugnet et Sylvain Gattoli. Et c'est Chris Vermeulen qui gagne. Je crois que c'est même. Je me demande si c'est pas un podium 100% Bridgestone alors qu'ils n'avaient pas fait d'essai sous la pluie. C'était le Grand Prix de France, c'était horrible. C'est souvent ça, le Grand Prix de France, quand même. Le Grand Prix de France a marqué l'histoire, c'était pas arrivé depuis 1954. On va parler de la course principale de ce GP de France au Mans, avec la victoire de Zarco, ça ne vous a pas échappé. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'historique de comment ça s'est passé. On a bien analysé avant de démarrer l'émission. Qu'est-ce qui s'est passé, Anthony et Rémi? Racontez-nous ce coup de poker, ce all-in qu'a fait Johan et qui a payé mais de fou. Et ils ont été quoi, 5-6 à faire ce coup de poker? Raconte-nous. Ouais, c'est vrai que c'était assez dingue, franchement. À l'issue du premier tour, Rémi, à l'issue du tour de formation, tout le monde rentre au stand. Oui. Donc là, il y a un drapeau rouge en fait qui est déclaré. Et alors, certains pilotes, voire même la totalité, passent en pneu pluie, en moto pluie. Dit bon c'est bon, il va pleuvoir. Et puis en fait, qu'est-ce qui se passe dans le tour de formation suivant? Il y en a certains qui se ravisent, dont Marc Marquez notamment, et c'est la majorité d'ailleurs. Ils rentrent au stand pour rechanger de moto, au contraire de Jack Miller, de Francesco Bagnaia, de Johan Zarco et même de Salvadori. C'est quand même dingue ce scénario. On a le drapeau rouge, c'est quoi? C'est dû à la jurisprudence Austin, c'est ça? Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Johan, il adore ce genre de conditions. Il partait 11e, même s'il a fait 6e de la course sprint la veille, il savait que sa seule chance de faire quelque chose, c'était ça. Et il s'en est tenu à son idée. Je rappelle donc qu'il y avait un seul pilote. C'est quand même une grosse équipe, Lucio Cecchinello. L'autre pilote est malheureusement forfait, le pilote thaïlandais, donc il porte tout seul le poids de l'équipe. C'est quand même un stress énorme. D'ailleurs, pendant la course, il lui panote chez LCR. Lucio, il fait il va avoir jusqu'à la fin, jusqu'à 20 secondes d'avance sur Marc Marquez quand même. Et il avait décidé dès le début de suivre son idée de partir en pluie. Et là, ce qui est beau, c'est un ancien pilote, il a gagné les Grands Prix 125. Lucio Cecchinello lui a dit OK, et ils ne se sont pas désolidarisés tous les deux, ils ont tenu leur idée jusqu'au bout. Mais la vraie plus-value et le vrai talent de Johan, c'est qu'il a pu tenir ses pneus pluie sur une piste qui était quand même globalement sèche pendant 8 tours. Ça, c'est quand même du parce que quasi jamais vu. Parce que détériore vite, en plus, les pneus, ça aurait plus... Mais de ce côté-là, dans ces conditions-là, c'est peut-être le plus fort. Oui. C'est un des plus forts avec Marquez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Miller. Très clairement, ils partent en formation NAP. Alors, ils rentrent tous au stand. Raconte-nous cette historique-là, parce que c'est là que tout s'est joué. Ils rentrent tous au stand. Bon, ils ont tous des pneus slick, et ils sont donc persuadés qu'il va pleuvoir. Il y a quelques gouttes, donc ils le voient sur leur visière, ils le sentent bien, ça glisse, donc ils rentrent tous. Là, la direction de course met drapeau rouge, parce que tu peux pas lancer une course avec l'intégralité du peloton depuis la voie des stands. Donc, je crois qu'il y a eu un précédent au Sachsenring, pour le coup. Au Sachsenring, ils étaient tous partis de la voie des stands. C'est quand même dingue, mais pour une raison de sécurité, tu peux plus le faire, c'est plus possible. Donc du coup, ils sont repartis après une petite interruption sur une procédure rapide. Donc ils partent en sighting lap, donc en tour de formation. Et à l'issue de ce tour de formation, tu as donc les 5 ou 6 pilotes qui ont décidé de rester en pneu pluie, qui ont changé de moto, donc se mettre sur la grille. Johan Zarco en fait partie. Et les autres, comme Marc Marquez, il a quand même longtemps hésité. Tu le sentais qu'il voulait pas montrer ses cartes. Marc Marquez, un petit peu comme ce qu'il a fait à Brno à l'époque. Et donc ils rentrent au stand et là ils remettent les pneus slick, ou en tout cas ils rechangent de moto. Ok, donc là tu as un nouveau tour de formation qui est lancé. Les pilotes qui sont de la voie des stands ont double pénalité, donc double longue lap. Ça, c'est une nouvelle règle, parce qu'ils ont changé de moto alors que c'était pas autorisé. Ils perdaient pas tant que ça, en fait, d'ailleurs. Et donc là, on a l'image. Voilà tous les pilotes qui ont changé de moto et qui sont en pneus slick pour le deuxième tour de formation. Donc, ils sont tous dans le tour de formation et ils se rejoignent sur la grille. Et alors là, tu as 5 pilotes qui sont en pneus pluie et tous les autres qui sont en pneus slick. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout du 8e tour, tu as Johan et Jack Miller qui étaient en pneus pluie et qui étaient les premiers finalement à la 11e, 12e position. Zarco, à un moment donné, c'est incroyable. Ouais, et après, si tu veux, tous vont se réarrêter parce qu'ils voient bien qu'il pleut. Alors, très vite, il est plus 17e, parce qu'il va y avoir 10 chutes, 6 qui rentrent. Et en fait, celui qui était le mieux placé... Les longues laps. Celui qui était le mieux placé, c'était la Yamaha de Jack Miller avec les pneus pluie. Sauf qu'il est tombé. Et quand Johan voit que Jack Miller tombe, il se dit, il y a peut-être un coup à jouer. Donc il se
rentrent tous au stand, ils mettent les pneus pluie, ou en tout cas ils changent de moto pour la moto de pluie, et donc Johan se retrouve en tête, avec des pneus qui ont quand même 8 tours d'ancienneté. Il y en a beaucoup plus. Hein. Mais ce qui est fort de la part de Johan, en fait, il gagne avec 20 secondes d'avance. Mais oui, parce qu'il a creusé l'écart. En fait, quand il sort des stands, Marc Marquez, il a 10 secondes de retard sur Johan. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Marquez n'est pas allé chercher Johan Zarco? Parce que s'il y a un seul pilote qui peut aller chercher Johan Zarco dans ces conditions-là, et encore avec Améol, j'en suis pas sûr, au Mans, c'est Marc Marquez. Mais pourquoi il n'est pas allé le chercher? Les pneus étaient... Non, il a hésité, il l'a dit. Il a pensé Et quand il voyait qu'il n'arrivait plus à revenir, il a mais assuré. non, il est intelligent, il a assuré. Mais pourquoi il a assuré? Parce que tous ses adversaires... Parce que son frère était tombé, et parce que Pecco Bagnaia était tombé. Donc il y a des moments, même s'il veut battre tous les records, quand tu es deuxième et que tu prends 20 points quand les autres prennent 0, les deux autres prennent 0, c'est jackpot total. Le deuxième vainqueur du Grand Prix de France, c'est lui. C'est Marc Marquez, c'est vrai. Mais il y a aussi autre chose, c'est que les pneus, ils donnent leur maximum assez rapidement, en fait. C'est peut-être là où on voit que Marquez aussi en MotoGP ne pense pas qu'à la victoire et pense peut-être sur la durée et se dit que, comme Rémi l'a dit, effectivement, avec Pecco qui tombe, avec les autres qui tombent, je peux me permettre d'assurer pour mettre des points sur toute la durée du championnat. Et ça, c'est intelligent. Il a une intelligence de course. On l'a déjà vu à Buriram, ce qu'il avait fait. C'est incroyable. Il est sur un truc comme ça. Sur ce coup-là, il a encore montré qu'il est beaucoup plus fort que son frère. Il est intelligent et surtout, il remet une couche encore à Pecco Bagnaia sur les deux courses. Ouais, c'est clair. Ah bah oui, parce que victoire en course sprint et deuxième en course principale, c'est pas mal. On va revenir sur un petit peu tout ce qui s'est passé, notamment pour Quartararo, qui était vraiment les premiers au début. Mais là où je voulais en venir, c'était l'incroyable podium. On voyait, mais Marc Marquez, il était heureux pour Zarco. Il avait un vrai, non, mais il a un vrai sourire. Et on voyait, c'est hyper humble, Zarco qui aurait pu fondre en larmes, comme Régis Laconi à l'époque. C'était un moment incroyable. Il nous a tous foutu les poils. Et son père, sa mère qui pleurait dans les stands. Je pense qu'il a donné un moment d'émotion sportive à toute la France. C'était un grand moment qu'on avait vécu. On avait tous la chair de poule. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la maman, c'est la première fois qu'elle vient. C'est son 150e. C'est pas la première fois. Ah non, c'est pas la première fois. La première fois, j'ai disputé Vanessa Guerra. La deuxième fois qu'il est venu, c'est à Misano 2018. Et je discute avec ce monsieur. Puis là, moi, je dis, mais qui êtes-vous? Il me dit, je suis le papa de Johan, chiropracteur. Je fais, ah bon? Et on a eu une belle discussion avec lui jusqu'au moment où je lui ai dit, mais au fait, parce que j'avais été faire le reportage et j'avais découvert que Johan habitait depuis qu'il était adolescent à Avignon chez Laurent Felon, sa femme et le frère, Lorenzo. Et je lui dis, mais là c'était vraiment, on avait une discussion comme ça, bâton rompu, pas de journaliste. Hein. Et je lui dis, mais qu'est-ce que je vous vois, comme je dis, qu'est-ce que ça vous a fait en tant que père quand votre fils est parti habiter chez Laurent Felon? Et là, moi, je savais qu'il était émotif, il a eu, j'ai vu dans ses yeux, et là je me suis dit, bon c'est bon, je vais pas plus loin, mais c'est super fort de la part de Johan d'aller être habité comme ça, parce que quand on tourne, il me dit, je dis, mais non, c'est pas la honte, Johan. Et il me montre qu'il dort dans le canapé, dans le clic-clac, dans la cuisine, qui est petite, et que si quelqu'un se lève pour aller aux toilettes, prendre quelque chose dans le frigo, il est réveillé. On en a discuté avec Randy Le Punier au Qatar. Randy et moi, on s'est dit, ce qu'il a encaissé, c'est ça, où ses chapeaux, ça m'a tellement fait plaisir de le voir gagner, c'est qu'il a une endurance, c'est des trucs comme ça. Randy et moi, on s'est dit, nous, on n'est pas capable de le faire, quoi. Ouais. Et il a en plus une autre endurance, c'est que tout le monde lui tombait un petit peu dessus quand il a fait ce choix de KTM, quand ça marchait pas, qu'il a assumé ses choix, il est revenu chez Honda. Enfin, c'est quand même dingue ce qu'il a fait. Il a relancé sa carrière. Ensuite, il est allé, parce qu'il est déjà allé chez Lucio Cecchinello, hein. Il y a quand même quelques années. Il a 2 piges pour sauver. Ce qui est incroyable, c'est qu'il renaît de ses cendres comme un phénix, quoi. Petit bémol, quand tu dis qu'il est allé chez KTM. Oui, quand Laurent Felon, sans lui dire, a signé pour KTM. C'est vrai, parce que déjà, il avait un contrat pour l'équipe Honda HRC à l'époque, et il l'a refusé. Donc là, il aimerait l'avoir, ce fameux contrat chez Honda, officiel, on verra. Mais moi, ce que je remarque, c'est que, si tu veux, Johan, la première année où il arrive en MotoGP, il peut tout gagner. Et même déjà au Mans, il n'est pas loin de gagner, hein. Il fait 2 ou 3 derrière. Mais souvenez-vous, la première course qu'on commente avec Randy. Mais oui, il menait. Il mène au Qatar son premier Grand Prix, il nous fait qui a fait ça, Max Biaggi. Oui, Max Biaggi. Il nous fait une Biaggi.
s'il tombe pas, il mène au Grand Prix du Qatar avec la Tech 3 d'Hervé Poncharal. J'ai les poils quand t'en parles. Non, mais c'est vrai. Et si tu veux, on lui a un peu barré la route parce que quand il était chez Yamaha avec cette moto privée, il avait le niveau, mais ça faisait pas plaisir à un certain Valentino parce que, voilà, c'était un pilote qui soi-disant prenait des risques. Johan Zarco, il est juste très fort et il venait d'avoir 2 titres mondiaux et il faisait peur à Valentino Rossi. Il faut quand même se le rappeler. Et donc, chez Yamaha, il a eu un peu la route barrée et ça n'a pas été facile sa carrière. Et là, je suis tellement content pour lui. C'est génial. Franchement, il a repris de la confiance et il pourrait en avoir gagné bien plus des Grands Prix. Il a fait tellement de fois 2e, 3e. Mais là, je pense que le scénario, c'était juste idéal, quoi. Il arrive à s'imposer en France après avoir connu des galères. C'est que sa 2e victoire en Grand Prix, seulement. Et je crois que c'est déjà son 4e podium au Mans. Eh oui. Il en a fait 2 avec Pramac. Et puis avec Yamaha. Il en a fait un avec... Donc il le fait avec 3 machines différentes en vrai, plus. Et oui, du coup, je viens de percuter, il le fait avec 3 machines différentes. Bon, bravo, là, il franchement, est incroyable. il est... Voilà, à quel moment il a compris qu'il pouvait gagner? Dès que les autres sont rentrés au 8e tour. Mais là, franchement, moi, quand je l'ai vu au 9e tour, je me suis dit, il va gagner, là, dans ces conditions-là. Quand tu as une avance comme ça... la peur de gagner, elle devait être Non, il n'avait pas de peur de gagner, là, je pense. Non, c'est fini, ça. Il avait une seule envie, c'est de rester sur ses roues, quoi. Mais justement, t'imagines, garder le grip... sur le mouillé. Non, mais il connaît ces Il n'y a pas eu beaucoup de chutes après, à partir du 10e tour, si vous regardez. C'est vrai, il y a eu... C'est avant que c'est le Beans, mais après, il n'y a plus beaucoup de chutes. Non, et puis là, c'est des conditions qu'il apprécie. Franchement, je crois qu'il a vraiment compris qu'il pouvait gagner à 3-4 tours de l'arrivée, parce qu'il se dit, putain, bien avant, mais il savoure, là, t'as 120 000 spectateurs, ils ont chanté la Marseillaise 30 fois, y compris avec lui pour le jeudi, pour la présentation avec Canal, et là, t'es là, tu mènes, mais c'est comme il l'a dit, un jour comme ça, je pense que ça va lui arriver qu'une seule fois. Je rappelle, c'est le demi-frère de mon consultant, Pierre Modret, qui avait gagné en 54, on a attendu 71 ans. J'en ai rêvé les 27 années où j'ai commenté un truc comme ça. Mais il n'y avait jamais eu l'occasion à l'époque. On a regardé. Tiens, qui a gagné le Grand Prix de France en pilote de Formule 1 ? En pilote de Formule 1 Grand Prix de France ? Le chat pourra nous le dire. Attends, bonne question. Dites-moi sur le chat, il n'y a que il y a René Arnoux qui a gagné. Oui, il en a gagné un, c'est vrai. En 82. Il y a Alain Prost. Oui, il y a Alain Prost. Et après, t'as qui ? Il y en a un. Il n'y aurait pas Jean Lézy ? Non. Jean Lézy, il n'en a gagné qu'un seul. Quel est le Prost, Jabouille et Arnoux. Monaco. Jabouille. C'est Jean-Pierre Jabouille, le grand copain de Philippe Monneray à Dijon-Prenois. Merci Sebring. Je disais que... Mais j'aurais dit Jacques Lafitte, tu vois. Non. Il n'a jamais gagné. Donc, pour vous dire, ce qu'a fait Johan, c'est énorme. Fabio va en rêver. Et il y avait eu donc juste Pierre Monneray. C'est très peu. Et on va revenir là-dessus. Par contre, il y a déjà eu des Français qui se sont imposés en Moto 3, notamment. Oui, il y a eu Mike Di Meglio. D'autres catégories, il y a eu, mais pas beaucoup d'ailleurs. Pas beaucoup. C'est vrai, il y en a deux, je crois. Non, il y a Mike Di Meglio, il y a Louis Rossi. Jules Cluzel, c'est jamais. Et il y avait avant, il y avait Patrick Fernandez. Et il y en a un autre, mais ça m'échappe là. Ça remonte loin. Ogier, il n'en a pas fait. Non. Non. Ah ouais, il me semble. Ah non. Mais bon, moi, je suis allé plein de fois au GP. J'aurais rêvé de voir ça. Il y avait une ambiance incroyable, record exceptionnel d'affluence. Il pouvait pas gagner, Olivier Jacques, une fois où il n'était pas trop mal. Tu te souviens pas au Castellet ce qui lui est arrivé ? Non, j'ai oublié. Ce que Jürgen Fuchs m'a fait, qu'il l'a découpé dans la ligne droite. Effectivement. Mais pour les organisateurs, là, vraiment, tu le disais, on n'en vivra peut-être pas deux des GP comme ça. Il y avait une ambiance incroyable. Tout était parfait. Chaque année, il y a une ambiance comme ça. Mais là, c'était au-delà du réel. Évidemment. Il y a eu plusieurs choses qui ont fait que le Grand Prix de France aujourd'hui est resté un petit peu dans les mémoires de chacun, que ce soit hier devant la télé, que ce soit en tribune, que ce soit ce matin, que ce soit dans la presse. Je vois que vous avez tous vos papiers. Attends, c'est quand même... Je pense que c'est un jour qui pourrait pas être férié, mais presque. Ah oui, on pourrait continuer les ponts du mois de mai, on pourrait rajouter le 11 mai. Avec et je pense qu'il y a quelque chose aussi qui a fait que Zarco l'a compris aussi assez vite, c'est en voyant son ingénieur lui montrer les panneaux et à chaque fois voir l'écart qui grandissait avec Marquez. Ça reste Marquez derrière. Je pense qu'il comprend aussi que c'est en train de se faire et c'est en train d'y arriver. C'est vrai. Mais pourquoi c'est grand ce Grand Prix ? Il n'y a pas que Johan. Il s'entend relativement bien parce que c'est un concurrent avec Fabio Quartararo. On n'a que 2 pilotes français en Grand Prix, parce qu'il n'y en a pas en Moto 2, Moto 3. Sur nos 2 seuls représentants, il y en a un qui fait quand même la pole et qui va mener les 2 courses, parce qu'il mène les 2, du coup. Il mène les 2 courses, Fabio. Et l'autre qui gagne. Donc, on ne peut pas faire mieux que ça, c'est impossible. C'est mission impossible. Si, allez, faire un doublé, parce que Fabio menait. Mais bon, ça a été compliqué. Il s'est fait piéger, en fait, sur le virage du raccordement, comme beaucoup, et comme souvent aux 24 heures moto, d'ailleurs, aussi. Parce qu'il y a eu tellement de chutes cette année. Décidément, la météo... Passons dessus très vite, parce qu'on prend beaucoup de retard. Il y a énormément de chutes.
200 chutes. Qu'est-ce qui s'est passé ? 202 chutes en comptant parce que les conditions. Randy m'a dit. Bon, c'était un peu off, je vais le faire plus diplomatique, mais c'était. Alors déjà, il m'a dit que c'était les pires conditions qu'il ait jamais eues en endurance, et c'était une punition, quoi. Ça s'approchait du masochisme. C'était plus tout le temps, permanent. Et puis, il y en a qui sont tombés 5 ou 6 fois. Mais oui. Il y a 3 équipes, je crois, qui ne sont pas tombées. Deux, je crois qu'il n'y en a que 2 au total, finalement, à la fin. C'est dingue. Les Anglais ont tout compté, y compris les. C'est incroyable. C'est le yard qui. Mais la météo, c'était épouvantable. Il y a aussi autre chose. Alors, Randy m'a dit, c'est de la foutaise. Moi, j'ai envie de le dire quand même. Il y avait pas mal de pollen. Et donc, avec l'eau. Mais non, mais voilà, Randy me dit qu'il n'y croit pas. Bon, ben, ok. Mais on a donné cette explication-là, en fait, où ça rendait les choses encore plus glissantes que d'habitude. Et pourquoi pas ? Nous, on a roulé à l'époque du championnat du monde Doug Pollen. Non, il n'y avait pas de pollen. Ah oui, Doug Pollen. C'est pas le pollen. Avec la flotte qu'il y avait, ça dégageait le pollen. Non, ça n'a pas joué. Non, c'est vrai. Randy me disait ça. Mais il y a eu des faits de course incroyables. La Kawa qui tombe à 1 heure de la fin. Ah oui, mais alors qu'eux, ils n'étaient pas tombés. Grégory Leblanc, il allait gagner. Il allait être le recordman. C'est horrible avec Mike DiMeglio. Et c'est Ramos qui gagne. Vous savez, Ramos, j'ai une anecdote de Randy Le Punier. Quand l'année où il est en Superbike, il y a un mec qui le double et qui, au classement, il fait mais c'est qui ce Ramos ? Et c'est vrai qu'il était inconnu au bataillon. Mais Ramos, je pense pas que Grégory Leblanc il va s'en souvenir longtemps. Tu sais que normalement il aurait jamais dû rouler. Il devait pas rouler, c'était pas lui. Et c'était pas lui qui devait rouler. Son équipier, leur équipier s'est blessé à l'épaule. Et donc Ramos, lui, il voulait pas faire les 24. C'était assez dingue. Et il a fait vraiment une copie quasi parfaite. Et dans la dernière heure, il tombe. Mais voilà, ça peut tellement arriver à tout le monde. C'est fou. Et victoire de Yamaha, du coup, en dépit de la victoire de la Kawasaki. Deuxième fois pour le Yacht. Et qui a gagné ? Jason Valoran. Oui. Puis 2 grands prix de Superbike, venait de remplacer Jonathan Ray à Portimao et à Assen. Qui faisait pas grand-chose d'ailleurs quand il l'a remplacé. Mais bon, voilà, après, il remplace Nicolo Canepa, qui lui a beaucoup gagné et qui a pris sa retraite. Et un nouveau fait qui est assez récent à Holton Park, un drame, une énorme chute, 2 pilotes décédés. 11 impliqués. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un accident comme on n'en voit plus jamais. On n'en voit pas souvent, heureusement. J'ai discuté avec le commentateur Greg Haynes, il n'avait jamais vu ça non plus. Il y a eu 11 pilotes impliqués. C'est dans le premier tour. Tous les pilotes qui partent, ils savent que ça peut arriver quelque chose comme ça. Ils sont accrochés. Donc, du coup, malheureusement, il y en a 2 qui sont décédés. Un gamin de 21 ans qui était un petit bout en train qui s'appelait Owen Jenner, 21 ans. Ensuite, c'est un Néo-Zélandais qui est mort, qui s'est tué, Shane Richardson, 29 ans. Et Tom Tunstall, 47 ans, il n'était pas au mieux non plus. Il y en a au total il y a eu 2 morts, un blessé grave et 4-5 autres blessés. Donc c'était le championnat britannique, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu l'as un accrochage de début, mais en milieu de peloton. Quand tu pars comme ça pourrait arriver. Comme ça en Moto 3, quand on voit les courses des Moto 3. C'est là où je me dis qu'on a quand même de la chance, habituellement. Là, malheureusement, c'est un drame. Parce qu'il en arrive combien des courses comme ça Très peu, effectivement. C'est parce que les pilotes sont extrêmement doués, que c'est les meilleurs pilotes au monde. Et là, c'est vraiment le coup de malchance. Jamais j'avais vu un accrochage comme ça. Est-ce que la typologie du circuit, parce qu'on sait qu'Outmont Park, c'est quand même un circuit qui est avec du up and down. Vallonné, et puis c'est vrai, pas très large. C'est assez étroit, quoi. Ouais. Donc, est-ce que la typologie d'un circuit comme ça peut favoriser tragiquement les courses de... Moi, je pense que c'est la malchance, malheureusement. On pourrait avoir... Il y a Cadwell Park aussi. En BSB, là, j'en ai commenté quelques-unes aussi. Toi, je sais que t'en commentais plein, Rémi, mais des courses où t'as des virages en aveugle, etc. Ils ont l'habitude, les Anglais, de ça. Ils le font tout le temps. Non, je pense que c'est... Jamais il y avait un accident comme ça en Angleterre. Jamais il y avait pratiquement un accident comme ça. En tout cas, depuis que nous on suit, peut-être qu'il faudrait demander aux anciens. Oui. Bon, en tout cas, c'est assez dramatique. Sans transition, on va continuer brièvement parce que j'aimerais bien parler de F1 et des 6 heures de Spa et de parler du SWS. On est là aussi pour toi et parler de comment tout ça fonctionne. Très vite sur le SBK à Cremona, le triplé de Boulega, Rémi. Oui, triplé de Boulega. Ça fait 2 fois qu'on va à Cremona. C'était Petrucci les dernières. Donc les Italiens qui raflent tout. Jonathan Ray fait son retour. Et attention à Toprak, parce qu'il a vraiment envie de partir et il s'est fâché. Il menace de partir. Les rumeurs, là, ça serait l'année prochaine. Il serait maintenant avec Iannone chez Honda. Ah ouais ? On les voit justement, les Honda. Il serait chez Honda en Mondial Superbike pour arriver, peut-être avec Acosta ou un autre, chez Honda à la place de Marini de Joan Mir. Pourquoi ? Parce qu'il y aura les pneus Pirelli. Je vous rappelle que Michelin va arrêter dans 1 an et demi, que ce sera Pirelli. Et lui,
qu'il n'ait pas tout à prendre, les Pirelli seraient là. Mais après, ce que tu es en train de nous dire que Johann Zarco va encore se faire... Parce que là, il est en discussion pour être dans l'équipe officielle. On n'a pas dit qu'il y allait en 2027. Non, d'accord. Ah oui. En 2026, on avait parlé de 2027. Et puis ça peut être, pourquoi pas Toprak avec Johann. Avec Johann. Et juste une chose, j'ai posé la question à Randy Le Puniès quand on était avec Fermin Aldeguer là, sur le podium, en lui disant, voilà, qu'est-ce que tu penses de Toprak Razgatoglu? Alors là, il a été au-delà de ce que je dis moi. Chaque fois que je commentais, je disais, mais là, c'est une faute professionnelle des recruteurs et des team managers en MotoGP d'avoir un pilote comme ça. Ben là, il était plus que dans mon sens, parce que là, il m'a dit, Randy, c'est du niveau de Marc Marquez et Casey Stoner. Je fais, attends, à ce point-là, non. Il va plus loin que moi. Ah ouais? Au niveau de talent. Il voudrait vraiment le voir dans une vraie équipe. Non, mais c'est extraordinaire, Toprak Razgatoglu. Mais là, je ne pensais pas, Randy m'a surpris. Il a dit, c'est au niveau de Casey Stoner, qui était le surdoué. On a vu ce qu'il a fait avec la Ducati. Et de Marc Marquez. Ah ouais, c'est fou. À ce point-là, oui, oui. Moi, je suis surpris. Bah, moi aussi, j'étais surpris. Waouh. Voilà. Eh ben, on veut voir Toprak en MotoGP. Avec Zarco. Avec Zarco. Allez, c'est signé, c'est vendu. Le lobbying Racing Stream va faire son effet. Nous passons à la Formule 1 sans Jean-Louis, mais on va quand même parler de Formule 1. Rien que pour le nom du pilote, on le veut en Oui, exactement. Ça, c'est clair. Ah bah oui, c'est évident. On va parler du coup de Formule 1. On va pas revenir sur les récents GP que l'on a manqué. On va parler surtout d'Alpine avec du coup Jack Doohan. On en avait parlé il y a longtemps. Je m'étais dit tiens, on n'aurait peut-être pas dû faire cette vidéo sur les réseaux où on dit Jack Doohan bientôt sorti. Bah, finalement, il avait raison, Jean-Louis, en avance, remplacé par Franco Colapinto, mais finalement. Ils ont une gestion un petit peu à la Red Bull, mais est-ce qu'on ne le sentait pas venir? Et est-ce qu'ils n'auraient pas dû mettre Colapinto dès le début, finalement? Ils ne pouvaient pas. Le problème, c'est que Colapinto, il était avec Williams, pilote réserviste. On l'attendait peut-être chez Red Bull en fin d'année dernière. Des tractations à faire avant, quoi. En fait, ils l'ont récupéré, parce qu'il faut bien penser que Franco Colapinto, c'est pour le marché sud-américain une pépite. Il a ramené des sponsors. Je pense que c'est même grâce à lui et grâce à ses managers que certains sponsors pour la Formule 1 au global ont signé. Donc ça va même plus loin que juste l'apport d'un pilote qui peut avoir beaucoup de soutien. Là, si tu veux, ce qui m'embête dans cette situation, et je pense que Rémi était dans la même situation, c'est qu'on fait confiance à Jack Doohan et on l'envoie au casse-pipe. Non, on lui a pas fait confiance. Non. On l'a déjà l'année dernière, je l'avais dit, j'avais été assez choqué parce qu'il avait été écrit sur lui dans le journal L'Équipe quand on le présentait. Fils du Catu, champion du monde, Mick Doohan, ils lui ont laissé aucune chance. C'est-à-dire que tu pars, à l'abattoir. Mais il y avait tellement d'autres pilotes à mettre à la place de Jack Doohan. Mais non, comment ça, plein d'autres? Ah bah non. Alors là, franchement, je sais pas. En fin d'année dernière, personne voulait chez Alpine. Hein. Ah non, ils ont sorti Esteban Ocon pour des raisons, je sais pas pour lesquelles raisons, mais enfin bon, bref, ils l'ont sorti. Qui voulait très bien pourquoi. Oui, bah oui, je le sais. Mais quelle raison, quel pilote aurait pu venir? Non, je pense qu'ils étaient piégés. Et là, tu te dis que Piastri a bien fait quand même de ne pas aller chez Alpine. Ça, c'est sûr. Mais là, qui a envie d'aller chez Alpine? Ils sont combien là? 9e au classement sur 10? Ah ouais, voilà. Personne veut venir. Et sauf Colapinto qui, lui, veut prendre de l'expérience en Formule 1. Mais des pilotes qui sortent de la F2, qui ne rêvent qu'une chose d'aller... Enfin, même une écurie qui ne va pas bien, ils n'auraient pas tous signé. Attends, mais Victor Martin, s'il était soutenu par Alpine... Bah oui, mais c'est fini. Maintenant, il est dans la Williams Academy. Chez Alpine, on va te demander sur une course de fracasser ta voiture volontairement. Ça, c'est de l'histoire ancienne, ça. Le patron est plus le même. Ah bah si. Ouais. C'est le même. Ah bah voilà. Ça revient. C'est toujours la même chose. C'est un cycle. Non, en fait, si tu veux, je pense qu'ils ont sacrifié Jack Doohan à tel point que Jack Doohan, il n'était pas maître de son véhicule. Enfin, je veux dire, à Suzuka, il a essayé sur le simulateur de passer le premier virage, DRS ouvert à fond. Il se dit, allez, je le tente au deuxième tour en essai libre. Mais c'est qu'on n'est pas bien dans sa tête. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas en confiance, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il tente des choses désespérées. C'est même dangereux. À un moment, c'était même dangereux. Et je pense qu'on lui a mis la pression, comme à l'époque sur Nelsinho Piquet, où on lui a dit si tu performes pas là, on va te sortir. Comment tu veux performer? C'est une année de découverte. Tu peux si tu as le mental de Max Verstappen, par exemple. Ou de Mick Doohan. Peut-être Mick Doohan aussi, parce que c'était terrible. Hein. Mais là, c'est dur. Franchement, c'était dur. On lui mettait la pression à chaque virage, à chaque course. Je suis pas un fan de Jack Doohan. Je pense pas que ce soit le cador ultime. De toute façon, on le reverra pas. Hein. Ben voilà. Non. Le problème, c'est qu'on a cassé Jack Doohan. Je veux dire, à un moment, tu le mets là, il a pas été terrible. Je veux dire, quand il était en Formule 2, il a quand même fait 3e du championnat. Il a quand même fait des pole positions. Enfin, c'est pas un mauvais pilote. Non, clairement. Mais là, on l'a pas mis dans les bonnes conditions. Et si tu veux, on le sort au bout de 5-6 courses. Tsunoda, on aurait pu le sortir
sortir aussi quand il a commencé et qui crachait des voitures à l'époque. Pourquoi est-ce qu'il y en a un qu'on laisse et d'autres qu'on laisse pas? T'en as un qui est japonais qui est soutenu par Honda, l'autre qui n'est pas soutenu par son constructeur, quoi. Et tu peux nous parler de qui est Oliver Hawks, qui a été confirmé, qui a donné une démission quelques heures plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Oli Hawks, en fait, c'est un ancien pilote qui a monté sa structure et son équipe, High-Tech Grand Prix, qui a d'ailleurs fait rouler Isaac Hadjar et qui s'est beaucoup associé à Nikita Mazepin, et notamment le papa aussi de Mazepin. Mais attends, c'est le frère d'une personne qui s'est fait attraper avec une valise avec des billets de William Hawks. Alors, est-ce que ça serait ça la raison de la démission? C'est vrai Il y a deux versions, hein. Alors, il y a une version où effectivement William Hawks a été arrêté parce qu'il était en possession d'une grande mallette, une grosse mallette de billets. Peut-être ils sont partenaires, alors ils sont parce que moi, si mon frère se fait arrêter avec une valise de billets, j'ai rien à voir là-dedans. Oui, mais bon, après t'as toujours peur d'être entaché, donc ça c'est la première raison. C'est dommage parce qu'Oli Hawks pouvait être la personne qui permette de se structurer pour Alpine, parce que là franchement, en 5 ans, t'as eu 6 team managers, quoi. 7 même, non? 7. On est à 7. T'as eu Martin Butzowski, t'as eu Laurent Rossi, t'as eu Bruno Famin, t'as eu Stafnauer, tu l'as dit, Stafnauer? Non, je vais te le dire, ouais, voilà. Stafnauer. Et puis récemment, qui est-ce qu'on a eu? Et puis Hawks. Oui, c'est bien ça, c'est 7. 7 en 6 ans. T'imagines? La stabilité, elle est pas là. Donc 8 maintenant, ou c'est Briatore qui va tout gérer? Pour l'instant, c'est Briatore. Bah ouais. Pour l'instant, c'est Briatore. Est-ce que ce ne serait pas finalement la meilleure solution? Après tout ça, finalement. Non, mais lui est persuadé, je pense, que via les réseaux que Colapinto peut avoir, via le sponsoring qu'il peut apporter, parce que c'est plusieurs millions d'euros quand même qu'il peut apporter, qui va s'entraîner, qui va rouler, que ça peut être une pépite. Bon Colapinto. C'est un bon. Il y en a plein qui l'ont critiqué parce que sur la fin d'année avec Williams, il se crachait un petit peu. Mais bon, faut avouer qu'il s'est craché au Brésil quand tout le monde se crachait, quoi. Enfin, vaut mieux aller chez Alpine sans pression que chez Red Bull où tout le monde t'attend au tournant, Oui, comme c'était avec Lawson, quoi. Alors oui, mais d'un autre côté, Colapinto, on lui laisse que 6 courses. Je comprends pas. On lui dit non mais on va garder Douane. Pour l'instant. Ouais, on garde Douane en pilote de réserve, non, ça n'a aucun sens. C'est du CDD qu'ils font maintenant chez Alpine. Mais c'est Sinon, ça. ils peuvent mettre le gagnant du GP Explorer 3. Oui, alors ça, je pense que Alpine. ça va pas aller très vite, mais bon, c'est bof. Non, par contre, dont je voulais parler aussi, avant de partir sur Spa, là je ne connaissais pas cette info, c'est Verstappen qui s'intéresse à l'endurance. Oui, mais moi je veux juste finir sur Alpine. Ouais. On aurait peut-être, et ça c'est une mauvaise nouvelle pour Pierre Gasly, une équipe 100% hispanique en 2026. On parle de Sergio Pérez, qui lui aussi est plutôt... le retour de Sergio qui a été mais injustement écarté et qui a de très gros sponsors voilà, lui aussi. Voilà, il arrive avec une grosse valise. Eh ben oui, mais ça ferait une équipe hispanique quand tu as Colapinto. Mais à la place et de quelle équipe? À la place de Pierre Gasly, chez Alpine. On en parle pour Cadillac et on en parle aussi pour Alpine. Donc là, je m'inquiète pour Pierre Gasly. Pour l'instant, ça va, mais on sait on sait Briatore et son attrait pour les pilotes français. Voilà, je vais le présenter comme ça, pour dire qu'il est quasi inexistant. Donc attention. Donc, tu nous dis qu'on a potentiellement un retour de Pérez en F1 en 2026. Il a sa place. Oui, d'accord, mais je ne l'ai pas vu arriver, ça. Surtout. Attends, je dis 2026, c'est pas encore... Avec un beau Grand Prix du Mexique, alors. Ah ben voilà. Eh ben oui, non, mais c'est toujours compliqué les différentes Parce façons qu'on a un Grand Prix de France de Formule 1, on parlait du Grand Prix de France moto. On n'en a plus. Voilà. Ouais, c'est bien le problème. Donc oui, Max Verstappen. Verstappen à l'endurance, rumeur ou info? Moi je crois que ça l'intéresse de plus en plus, hein, franchement. Il s'entraîne déjà sur son simu, donc déjà c'est déjà une bonne... Non, mais il aime bien les dive bombs, on voit quand, sur les simulateurs. Bon, il aime bien en vrai aussi, mais en même temps il maîtrise, moi je suis désolé. Bien sûr, mais alors du coup, ce serait un arrêt de la F1 petit à petit, et puis vers l'endurance. Il en a un petit peu marre, et c'est peut-être une façon aussi de sonner le signal d'alarme. Moi, je pense qu'il va continuer en Formule 1, mais il va peut-être essayer d'avoir un contrat qui lui permette, quand il est libre, d'avoir des possibilités d'avoir un bon de sortie. Là, c'est avec son équipe qu'il a fait rouler sous le nom d'emprunt Franz Herrmann. Donc Hans Herrmann, qui roulait chez Porsche dans les années 70, et ben là on sent qu'il est intéressé par l'histoire. Il s'est appelé Franz Herrmann, avec le drapeau néerlandais, sur sa Ferrari, la Ferrari de l'équipe Verstappen. Et en fait, il veut passer le permis pour rouler aux 24 heures du Nürburgring. Mais est-ce que Verstappen, on le connaît avec son talent qu'il a,
il n'irait pas déjà se dire je veux être un pilote qui ait la Triple Crown et aller chercher les 24 et après Indianapolis. Parce que là, concrètement, il fait ça. C'est le roi du monde. Ouais, mais alors je te dis si et non, parce que quand j'en ai parlé il y a quelques années, je dis mais ça serait le candidat idéal. Et en fait, on m'a rétorqué, ce qui est vrai, qu'il n'était pas intéressé du tout par les États-Unis et par Indianapolis surtout. Wow. Parce qu'il trouve que c'est trop dangereux. Les 3 couronnes là, mais c'est le roi du monde. Verstappen qui trouve quelque chose de dangereux. Ouais, en tout cas, il a déclaré que ça l'intéressait pas vraiment le fait de faire l'Indy. Attendez, qui commence par battre tous les records de titres et les records de victoire de Lewis Hamilton, ça me paraît un plus beau challenge que de gagner aux États-Unis. Désolé, la Formule 1 est au-dessus. Désolé, messieurs les Américains. Tu sais que de plus en plus, Rémi, il y a la filiation donc père-fils ou père-fille maintenant, et on veut rouler en famille. Les Mansell ont réussi à le faire, alors pas très longtemps, 24 heures du Mans, parce que Nigel Mansell s'est craché au bout du premier tour, mais Verstappen voudrait rouler avec son père. Ouais. Son père qui a déjà fait d'ailleurs les 24 heures du Mans. Doudou Barrichello, le fils de Rubens, va faire les 24 heures du Mans avec Valentin Asclot et avec Derek Deboer pour Aston Martin. Donc, il y a aussi cette envie peut-être de ramener Rubens au... Tu verras, il va faire comme Alonso avec McLaren, il va tenter de faire ses Indianapolis et là, tout le monde t'aura Verstappen qui sera un champion. Ce qui veut dire qu'il sera peut-être plus chez Red Bull alors. Il peut peut-être aller signer dans une autre équipe. Bah ouais. Peut-être. Enfin, en tout cas, ce serait plausible. Et quand tu as un niveau pareil, tu as les portes qui te sont ouvertes pour toutes les catégories. Ce serait pas idiot de sa part. Hein. En tout cas, quand tu as tout gagné. Oui. En tout cas, il a toujours aimé l'endurance. Ça, c'est une certitude. Il a essayé via le partenariat Honda. Et alors qu'il aille chez Cadillac. Oui, alors voilà. Ah bah oui. Parce que là, Cadillac, ils sont présents en endurance. Ils sont présents bientôt en Formule 1. Bon, il suffirait de pousser un peu pour rouler un peu pour Chevrolet, et puis c'est bon, c'est réglé. Ce serait incroyable. Peut-être un move à faire. On saurait qu'on l'a dit le 12 mai 2025. Oui, c'est ça. On passe très vite sur Spa-Francorchamps avant de parler de Solid Kart avec Théo. C'était une belle édition des 6 heures. Raconte-nous tout. Je raconte que Ferrari est sur une autre planète. Hein. Autant en Formule 1, c'est pas si facile. Ça va. Autant en endurance. Attends, 3 sur 3. 3 victoires en 3 courses d'endurance. Il n'y aurait pas une histoire de bop favorisé, pas favorisé, favorisable. On en parle toujours. Effectivement, en fait, c'est un outil pour permettre d'équilibrer les performances. Bon, on est d'accord. Maintenant, c'est vrai que cette performance-là, sur un tour par exemple, on se rend compte que les Ferrari n'ont pas tant d'avance que ça. En fait, ils ont quoi, 2 dixièmes d'avance sur un tour, 3 peut-être. Sur 6 heures, ça fait beaucoup. Et sur 6 heures, ça fait beaucoup, mais surtout, ils savent bien gérer la dégradation des pneus. Je pense que c'est là le truc, c'est que les pilotes se sentent plus à l'aise, et donc ils vont pas comme ça chaque tour. Quoique, dans cette course, il y a eu vraiment beaucoup d'affrontements à couteau tiré. Donc en tout cas, Ferrari s'est imposé, a fait le triplé au Qatar, a mis 2 voitures sur le podium à Imola, et là fait le doublé ici à Spa. Donc à voir pour les 24 heures du Mans, ça ne sera pas la même balance de performance. Donc on sait que ça peut être un petit peu redistribué, et on attend à ce que Toyota soit là, parce qu'ils ont terminé 4e, mais ils partaient loin. Et on espère pour eux que ça puisse fonctionner. Puis on espère pour Alpine et Peugeot. Mais justement, parlons-en d'Alpine et Peugeot. Le Mans, ça peut être énorme. Est-ce que les 24 heures du Mans, qui est une épreuve prestigieuse, vont réussir à se mettre au niveau de ce qui s'est passé, parce que c'était cultissime, les 200 de chute des 24 heures du Mans, et du Grand Prix de France moto de Johan Zarco qu'on vient d'avoir. Attends, on signe, soit Peugeot, si c'est le même genre de scénario. J'y serai au 24, je demande que ça. C'est un beau final, là, je suis refait. Alpine est en bonne position pour vraiment confirmer. Ça fait 2 fois de suite qu'ils sont sur le podium, avec la voiture 36 de Fred Makowiecki, de Mick Schumacher, qui quand même se fait vraiment de plus en plus à l'endurance, et de Jules Gounon. Donc les 3 pilotes ont été 2 fois sur le podium. Ils ont montré vraiment de belles choses. Ils ont occupé la première place à un moment donné. Donc bravo à Alpine. Et ils perdent peut-être la 2e place à cause d'une crevaison. Exactement. Crevaison lente. Prévue, et ils ont été obligés de s'arrêter. Bon, ils terminent à 5 secondes des 2 Ferrari. Donc c'était pas mal du tout. Et puis chez Peugeot, il y a un petit peu mieux, mais bon, ils terminent loin parce qu'ils ont été piégés par un safety car. En fait, ils ont tenté le coup sur la stratégie, c'est bien. Ils essayent de faire ce qu'ils ont en possession dans leur manche, quoi, j'allais dire. Ils se sont pas arrêtés comme tout le monde et ils attendaient un safety car. Et le safety car est arrivé trop tard, donc ils s'étaient déjà arrêtés, donc ils ont perdu 30 secondes. Le coup de poker, Johan, il l'a fait, ça a marché. Eux l'ont tenté, ça ne peut pas fonctionner à tous les points. Pas à chaque fois. Mais c'est vrai qu'à Spa, ils ont montré de meilleures couleurs parce que la piste a été resurfacée, que comme au Qatar, elle est beaucoup plus plane et donc forcément, cette auto, elle est plus efficace dans ces conditions-là. Un petit retour de Peugeot, je dis pas de victoire, mais au 24, c'est la 93e édition. Eux qui ont gagné en 93.
avec le numéro 93. Avec. Oh là là. Je vous Ils ont le rappelle qu'il numéro. a regagné pour son 93e Grand Prix, je crois, Marc Marquez, quand il s'était mourir à la course. Ah, ça y est, 93, il parle Marca. Ah, bah oui, bah alors. Moi, je vais donner un challenge à Monsieur Drevet. Monsieur Drevet, Oui. si vous êtes un grand journaliste, Oula. je pense, je vous défie d'amener ici, sur ce plateau, Oui, qui vous amenez que des beaux invités, soit Jules Gounon, soit Jean-Marc Gounon. Voilà. Allez, ok. Là, c'est votre challenge de l'année. On est bien d'accord, tu as Ouais. entendu. Challenge Voilà. accepté. Et Jean-Louis Fred Vasseur. Ah oui, alors là. Pourquoi vous rigolez, les Tu gars t'en- tu t'en sens bien, tu t'en Ouais, sens ouais, bien. ouais. Non, mais lui, c'est un coup de fil. Oui, enfin, c'est un coup de fil, et puis pour que Fred dise, bah non. Non, il ira jamais, non, à notre Jean-Louis. Non, mais on va essayer de vous offrir des super beaux invités comme on le fait toute l'année et on est content de pouvoir faire ça. Et Ah, justement, mais de toute façon, il est l'occasion- obligé maintenant. Ah bah voilà. Ben oui, mais on va le faire. Mais justement, moi, je voulais parler avec toi, Théo, parce que c'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous. On n'a rien oublié. Ah, on n'a rien oublié, tout va bien. On peut- 24 heures du Mans, prochaine manche. On peut peut-être rajouter les belles passes d'armes qu'on a eues sur les 6 heures avec Tu vois, on n'a rien oublié. aucune, comment on peut dire ça, aucun problème d'aller au contact, de Ah non. doubler par l'extérieur. Le dépassement que fait la Ferrari à l'extérieur, Sur au la bout du BM. stop, je crois. Et Ouais, sur dernière chicane. l'Alpine. Il me L'Alpine. semble qu'il y a 2 voitures qui sont dépassées, c'était incroyable. Attends, je vais même aller mieux et après on arrête là, mais il y a eu des images de fous avec des dépassements de Kevin Magnussen, 4 roues dans l'herbe, Oui, oui. sur la ligne droite du Kemmel. Incroyable. C'était sec, donc. C'était sec, mais je peux te dire que c'était pas si simple. Et dépassement également de la Ferrari des 4 roues dans l'herbe. Donc on a eu des images de fous avec des extérieurs, des intérieurs. Earl Bamber qui a failli se réenvoler comme l'année dernière. Enfin, ils étaient un petit peu fous. Moi, ça m'a fait peur parce que je me dis qu'on n'est pas loin des crashs à chaque fois. Mais c'est passé, donc on a eu une belle En course. fait, maintenant, ça devient du sprint. Oui. Simplement sur 6 heures, 12 heures, 8 heures, C'est du fou. sprint. Hein. C'est Ah ça ben qui voilà, est fou. parce qu'on a la convergence avec cette balance de performance. L'ACO veut une convergence des performances et on le voit, ça fonctionne. BMW était dans le match, ça n'a pas fonctionné jusqu'au bout, mais ils étaient là. Alpine est là, Ferrari, Toyota. Bon, que demander de plus 13 voitures dans le même tour à l'arrivée, Ah ouais. sur 18. C'est magnifique. En tout cas, très belle course des 6 heures de Spa. Je vais regarder quelques extraits parce que vous m'avez vraiment donné envie Bon, là, ça va. d'en savoir plus. On va parler Tu veux de regarder, toi, Théo. Quand tu regardes l'endurance voiture, t'aimes surtout regarder Valentino Rossi, toi, c'est ça? Mais tais-toi. Ah. Oui, alors on l'a Mais pas vu j'en ai beaucoup, marre. hein. Laisse mon Valentino tranquille. Est-ce qu'il va y arriver d'ailleurs Mais oui, il va y arriver. Ah, il a Ouais, sauté avec sa caisse, mais quand il a fait des Non, mais sauts honnêtement, avec Anthony, c'est ouf. vous Hein. pensez tous les deux qu'il va y arriver? Moi, j'ai du mal à croire. Tu crois? C'est assez étrange parce qu'à Imola, c'était bien. Ouais. Imola, c'était devant, il fait une erreur à un moment donné pour Oui. doubler. Mais ça n'a pas l'air d'être assez régulier pour être devant. C'est un ça. peu le sentiment qu'on a. Hein. Ouais, je pense. Bah, Je sais pas. je pense qu'il était prévu au début de mettre Valentino Rossi dans une hypercar. Il s'est rendu compte de lui-même qu'il n'aurait pas le potentiel pour être à chaque tour. Il peut faire un bon chrono, mais c'est pas ça qu'on demande à des pilotes. C'est d'être bon dans le trafic et sur chaque tour pendant un relais de 45 minutes, 1 heure, 2 heures. Et là, je crois qu'il n'est pas. Il y a Géo qui nous dit Rossi, c'est un peu on-off et la BMW a pas l'air d'être au top niveau BOP non plus. Attends, vas-y, demandez à Imola quand ils avaient une voiture qui s'envolait là. Non, non, non. C'est jamais la faute des pilotes, mais Voilà. c'est la faute de la BOP. C'est ça, toujours. Non, non, les BM, elles étaient là. Il y a eu un contact entre la 31 et une Ça, autre je l'ai vu. voiture. Bon, voilà, après ça arrive, mais la course. avec une Ferrari d'ailleurs, qui termine 3e. Mais non, les BM, je crois pas qu'elles soient si mal en performance. Non, non. Bon, voilà, après, Valentino, c'est pas si simple hein, de passer de 2 roues à 4 Ah, roues. ouais. Ça paraît simple au début, parce que tu arrives plus proche des chronos rapidement, mais pour aller chercher les derniers dixièmes et centièmes, là, c'est beaucoup plus difficile. Comme tu y vas. Ah oui. Moi, je- Théo, parle-nous de Sodicart. Tu Ah. disais, ça fait quelques décennies que la marque existe. Comment ils sont Plus de 40 passés de... C'est quoi? C'est un constructeur de cartes? C'est quoi Enfin, je connais cette marque depuis tellement longtemps, mais je me suis jamais intéressé de ce qu'elle avait créé de base. Alors, qu'est-ce que c'est Sodicart? Sodicart, c'est plein de choses. Premièrement, c'est le plus grand fabricant, on voit les images, hein, c'est le plus grand fabricant mondial de cartes. Aujourd'hui, on expédie dans le monde entier. C'est des milliers de cartes qui sont produites par an. C'est des cartes électriques, des cartes thermiques, c'est des cartes de location, des cartes de compétition. Donc ça fait 40 ans aujourd'hui que Sodi existe. Ça a démarré dans une toute petite, dans un tout petit garage proche de Nantes avec Monsieur Gilles Damérian. Et ensuite, ça s'est développé pour aujourd'hui devenir le leader mondial dans le karting. C'est des cartes qui sont vraiment, quand ça livre, c'est prêt à rouler. C'est C'est vrai ça. que c'est ça. C'est des pistes dans le monde entier où on va livrer les clients, des cartes qui sont finies, prêtes à rouler. Il faut simplement mettre de l'huile, monter le volant
Et puis ensuite, ça peut rouler sans problème. Et c'est quoi comme moteurs qui sont dessus? C'est des Rotax Alors, il y a plein de possibilités, il y a plein de variantes. Aujourd'hui, principalement, c'est du kart loisir 4 temps, donc avec des moteurs Honda, de 120 cm3 à 390 cm3 préparés. Là, typiquement, juste derrière sur les images, c'est du kart de loc. Ça, c'est notre principale, on va dire, fonction. C'est les cartes de location 4 temps pour les clients. Après, on fait de tout. On fait du kart location électrique. Ça se développe de plus en plus. Ça, tu vas nous en parler. Je ne connais pas du tout ça. Carte électrique. On a des cartes de loisirs 2 temps, donc avec un moteur Rotax. Ouais. C'est une config, en fait, où on a vraiment ce mix entre le 4 temps qu'on peut faire sur le circuit à côté de chez soi. Et l'arrachage de côte. Et l'arrachage de côte, ouais. Donc, il faut un bon pare-côte, il faut un très bon pare-côte, parce qu'il n'y a pas que les côtes, il y a le cou, il y a les bras, c'est ça, exactement. Ça, c'est des produits annexes. Mais effectivement, il y a des cartes location de temps Rotax et il y a forcément les cartes de compétition. Ils sont toujours autant au-dessus des autres Rotax, c'est toujours les tueurs du game. Alors aujourd'hui, on a les Rotax qui représentent la majorité des cartes qu'on peut retrouver, mais on a aussi la F1 du kart, comme on l'appelle, c'est le kart 125 à boîte de vitesse. Ça doit être fou, j'ai jamais testé à boîte, c'est incroyable. C'est plus que fou. Ah ouais, vraiment ça arrache? Ça arrache fortement. Ça reste à l'époque, c'était des 100 à boîte, c'est toujours ça? Là, c'est du 125 à boîte. 125 cm3 à boîte, donc c'est 6 rapports en séquentiel. Il faut simplement débrayer pour mettre la première. Okay. Et ensuite, on va aller chercher des pointes à 150, 160 sur les circuits. C'est énorme. Ras du sol. Et donc tu roules à une main, du coup? On roule à une main, on passe les vitesses à une main, on freine, on rétrograde, on passe les vitesses. Tout ça à une main. Et en plus de ça, on va rajouter la force G, qui va rajouter de la pression, du physique, un bon physique aussi, important. Mais c'est aujourd'hui une catégorie qui est vraiment pour les puristes du kart et pour ceux qui ont vraiment besoin de sensations fortes. Ah oui, parce qu'on est servi avec ça. Ouais. Oui, et à la fin, ça gagne. Et à la fin, ça gagne parce que Sodicart a été champion. L'année dernière, on est champion du monde avec Giuseppe Palomba, un Italien. On a attendu quand même 2 Italiens pour être champion du monde entre l'année dernière et l'année d'avant. On a été champion du monde avec David Terrien aussi dans les fin des années 90. Ouais. Et oui, ça a gagné le championnat du monde l'année dernière à Portimao. Donc chaque année, il y a un championnat d'Europe et un championnat du monde qui est organisé par la FIA, donc Fédération internationale de l'automobile, qui se déroule dans différents pays, sur différents circuits. Et l'an dernier, on gagne le mondial KZ et on fait champion d'Europe KZ2, donc catégorie juste inférieure comme la F2, avec le même matériel, avec Matteo Spirgel, un Français. Et Evan Gilter, qu'on a reçu ici, a roulé Sodi. Il a roulé avec l'usine Sodi en tant que pilote officiel sur les compétitions juniors. Parce qu'aujourd'hui, dans l'échelon du kart, on a la catégorie mini, les tout petits, on a les juniors, on a les seniors et on a la KZ. Et on a eu effectivement des pilotes officiels, dont Evan Gilter, qui a roulé on l'a reçu. En tant que pilote officiel. Exactement, il n'y a pas beaucoup de Sodi temps. Kart, ouais. Et du coup, Sodi, c'est le 2 temps, c'est la performance, mais vous savez aussi faire des cartes 4 temps. Tu parlais des cartes de location. On va parler de ça, de SWS, parce que pour tous ceux qui veulent démarrer les sports mécaniques, il y a plusieurs écoles. C'est vrai que le kart reste la meilleure solution, mais le kart coûte très cher. Il y a le sim racing, qui est quand même une voie d'accès, où ça réduit quand même le nombre de personnes qui finissent dans des vrais baquets à la fin. Mais le SWS, est-ce que c'est pas la meilleure solution pour démarrer le sport mécanique aujourd'hui et se faire connaître? Alors la meilleure, je ne sais pas. Je pense que c'est une des meilleures solutions effectivement pour démarrer le sport auto. Aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités d'accéder au sport automobile. On le voit pour les pilotes de Formule 1 aujourd'hui. Mais ils ont tous commencé en kart. Ouais, c'est ça. Ils ont tous commencé en kart. Moi, je suis tombé dans les années où j'ai pu rouler en même temps qu'un Charles Leclerc, qu'un Pierre Gasly et qu'un Esteban Ocon. J'étais de cette même génération-là. Bon, eux étaient beaucoup plus vite. Moi, j'étais un petit peu moins vite. Puis après, j'ai préféré les regarder que de rouler avec eux. Mais ils ont tous commencé par le kart. Mais est-ce que là, maintenant, parce que j'avais un pilote qui m'avait demandé, du coup, je m'étais renseigné auprès de Xavier Simio, dont le cousin était champion d'Europe. Okay. J'ai le sentiment que j'ai eu, c'est qu'en moto, alors c'est de plus en plus dur, mais tu peux encore réussir à arriver au haut niveau et aller jusqu'en Grand Prix. J'ai l'impression que si tu brilles, même que tu es brillant en kart, mais que ta famille n'a pas d'argent, que tu n'as pas le soutien, tu ne peux pas aller en Formule 1. Je pense que... Oui ou non? Alors, je dirais oui et non. À l'époque, c'était peut-être différent. C'était peut-être un petit peu plus simple avec les filières. Par exemple, Esteban Ocon a été dans une filière, Charles Leclerc a été dans une filière. La filière Elf à l'époque aussi. Les filières, je crois qu'on a déjà eu une discussion sur cette filière. À l'époque, c'était peut-être
plus simple grâce aux filières et grâce aux sponsors et grâce aussi à la FFSA qui aide beaucoup les jeunes pilotes. Ces personnes-là sont détectées très tôt, tout de suite en minime cadet, c'était anciennement les catégories qu'on appelait comme ça. C'est des mecs qu'on va chercher tout de suite pour garantir que leur parcours sera... il est déjà tracé leur Comment parcours. tu le sens? C'est quoi? C'est l'intelligence dans la course? C'est la façon C'est déjà les performances. Ouais. Je pense qu'il y a une histoire forcément de performance parce que quand sur un championnat de France, Esteban Ocon gagne les 2 ou les 3 courses du championnat de France, il y a quelque chose. Parce que c'est 3 circuits différents, donc il faut s'adapter 3 fois. Il y a le matos qui va bien, mais quelqu'un comme Esteban Ocon, à l'époque, c'était déjà quelqu'un qui était très rapide. Et forcément, histoire de performance, histoire de filière, histoire de recrutement, histoire de suivi. Il y a plein de choses après qui font que le pilote est propulsé un petit peu en F1. Parce que là, le week-end qu'on vient de voir, là, c'était ça notre émission. Johan Zarco n'a pas d'argent, son père est chiropracteur. Il vient de gagner le Grand Prix de France, comme les plus grands. Est-ce qu'un jeune pilote très doué, il y en avait un Esteban Ocon, c'est le bon exemple. Esteban Ocon, c'est le bon exemple. Mais il y est, mais est-ce que maintenant, c'est encore possible là? C'est peut-être plus compliqué. Ah, c'était ça que je voulais. C'est peut-être plus compliqué. Attends, Evan Gilter. Evan Gilter, il est pas loin d'y arriver. Non, franchement. Il y en a. Même Sandro Giusti. Sandro Giusti, maintenant, il est dans la filière avec Williams, etc. Mais c'est vrai qu'au début, c'était pas si simple, quoi. Après, le coût du kart de l'époque n'est plus le coût du kart actuel. Ça, c'est vrai. C'est quoi la différence? Eh bien, aujourd'hui, on va prendre à niveau national une course en championnat de France, en compétition. Là, on n'est pas dans le 4SWS, on va y revenir après. Bien sûr. Une course compétition, aujourd'hui, niveau national, ça peut être aux alentours de 5-10 000 euros, peut-être. Ouais. Une saison maintenant, avec les roulages et tout, c'est quoi, 150 à 200 000? Ça, c'est une saison en championnat d'Europe. On est en carte. On est en carte, ouais. Nick De Vries, à l'époque, dans les années 2010, dans les années 2010-2011, Nick De Vries, bon, aujourd'hui Toyota, c'était 300 000 euros la saison en senior. Et le SWS, c'est quoi le budget? Parce que franchement, ça, on peut. C'est abordable. C'est abordable. C'est abordable. Quoi alors, l'avantage du SWS, c'est que c'est accessible à tous. C'est-à-dire que n'importe qui peut aujourd'hui participer à des courses SWS. On n'est pas obligé d'avoir son matériel, on n'est pas obligé d'avoir son kart, on n'est pas obligé d'être un as du volant. Aujourd'hui, ça permet tout simplement de donner la possibilité à n'importe qui de participer à une course. Dans différents circuits, parce que le réseau SWS, comment ça fonctionne. Tous les circuits qui sont dotés d'une flotte de cartes Sodicart et qui organisent des courses avec leurs machines peuvent entrer dans un classement mondial. Un peu comme un iRacing ou sur des plateformes. Un peu comme un iRacing, un peu comme un jeu vidéo. Chaque pilote va s'inscrire sur la plateforme SWS, va se préinscrire sur la course à laquelle il veut participer. Le pilote va participer à cette course-là et parallèlement, après la course, le circuit qui va rentrer les résultats de cette course-là vont attribuer des points à tous les pilotes qui ont participé à cette course-là. Et comment ça se termine pour avoir une finale et des gagnants comment c'est un titre de champion du monde? Comment ça Alors, on ne parlera pas de titre de champion du monde parce que les seuls champions du monde, les champions du monde en kart, c'est ceux qui roulent en compétition. Il n'y a pas de champion du monde aujourd'hui en 4 temps, même si parallèlement c'est un petit peu la même chose. Toute l'année, tous les pilotes vont concourir un petit peu partout, que ce soit dans une catégorie endurance par équipe, dans une catégorie junior, dans une catégorie senior. Et à la fin de l'année, les meilleurs pilotes de chaque circuit sont qualifiés pour faire la finale mondiale que Sodicart organise une fois par an dans un circuit différent, dans un pays différent. C'était là où Lucas Urbani a été invité? Oui, c'est nous qui l'avons organisé. C'était à Genk qu'ils avaient fait 3e. Donc c'est ça, en fait. C'est un petit peu le parallèle avec les Jeux Olympiques, où en fait chaque meilleur pilote de chaque pays va concourir lors d'une finale mondiale, lors d'un rassemblement mondial, pour décerner un titre international. On ne parle pas de titre mondial, mais c'est vraiment dur. C'est vraiment dur parce que finalement, comme c'est ouvert à tout le monde, en fait, c'est un niveau même encore plus fort. Finalement, j'allais dire que, pas exagéré avec la Formule 1, mais enfin bon, quand même, c'est un gros niveau. Pour nous, c'est un peu la Formule 1 du kart, parce qu'au niveau du kart de location, c'est l'épreuve la plus importante, on va dire, pour les équipes. Ça fait combien de pilotes au total alors à Genk, c'est la finale thermique, donc c'est 400 pilotes. Non, mais avant, pour ces détections, au total, combien de milliers? Alors, sur le site internet, on est à 140 000 pilotes recensés. Ah oui, quand même. Tu vois, on est pas mal sur une sélection, là. C'est énorme.
Et les Français, on a reçu plusieurs fois Lucas ici, les Français sont beaucoup représentés? Les Français sont le plus représentés parce que la SWS part de Nantes, donc forcément part de France. On a beaucoup de pilotes français aujourd'hui. C'est comme le foot. 140 000 rien qu'en karting, mais on n'a pas un bassin comme ça de la base de la pyramide pour la moto. C'est pour ça que la voiture sera toujours plus importante que la moto, parce que déjà tout le monde a une voiture, et j'hallucine avec ce chiffre-là. Mais comment peut-on switcher et passer de je suis champion, je suis top 10 SWS à justement je peux partir en KZ ou carrément sur des sports méca, des voitures à portière comme on dit maintenant ici. On a quelques exemples aujourd'hui qui nous prouvent que la SWS et le kart de loc, c'est une bonne porte d'entrée qui peut amener pas à des niveaux comme la Formule 1, ni la F2, ni la F3, mais plus à des niveaux, on va dire, de la Fun Cup ou de la Clio. Ouais. On a l'exemple de Kevin Capras, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais lui c'est typiquement la référence, on va dire, SWS. Il a gagné 3 ou 4 fois la SWS il y a quelques années. Kenny Robles aussi Kenny Robles a gagné à Lignano, il me semble. Ouais. Exactement. Michael Motta, tout à fait. Aussi, qui était pilote dans l'équipe de karting. Michael, bien sûr. En KTM, je crois qu'il roule. Ouais. Et en fait, les meilleurs, on va dire, de cette course-là, je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont repérés, mais forcément, ils ont un petit peu plus d'opportunités avec un palmarès déjà... Évidemment. Avec des lignes. On est déjà sur la fin de l'émission, mais il y a comme plusieurs thèmes que je voulais aborder. C'est l'électrique. On y va, juste là. On y va par choix ou parce qu'il n'y a pas le choix, justement, et que on est des passionnés, on a tous envie d'entendre des V10, on n'a pas envie d'entendre tout le temps, mais comment vous le vivez chez Sodi? Est-ce qu'on est obligé d'y passer par là? Je pense que c'est une suite logique avec tout ce qui se passe aujourd'hui. On voit l'hybride déjà dans le sport auto qui se développe, la Formule I qui commence à prendre de la place. Aujourd'hui, il y a deux choses. La première, c'est que pour ouvrir un circuit de karting, déjà, on va favoriser le kart électrique. Parce qu'on va pour le voisinage, pour le bruit, pour l'essence, pour le CO2, etc. C'est, je pense, dans l'air du temps de basculer vers une propulsion électrique. Est-ce que ce sont toujours des pistes indoor dans ce cas-là? Pas forcément. Là, on a l'exemple, par exemple, un petit peu... de la finale électrique qu'on a fait à Payerne, en Suisse, l'année dernière, sur une configuration circuit indoor et circuit outdoor. On avait les deux configurations où les karts électriques peuvent très bien rouler en indoor et peuvent très bien rouler en outdoor. Mais ça me choque moins, à la limite, le kart électrique que de la voiture, étant donné que, sauf les 125 à boîte, c'est quand même on-off sur du kart, ça me choque moins, à la limite. On a fait une session avec Anthony au karting de Nantes et je pense que tu as pu voir aussi un petit peu la différence qu'on peut avoir avec du thermique. C'est vrai que le kart de loc, et attends, si tu sautes pas, des fois, t'as pas de relance, l'électrique, ça doit hâter. C'est quoi la différence? C'est beaucoup plus c'est pas facile. Et franchement, c'est pas simple parce que oui, c'est performant. En plus, tu as la gestion d'un boost. Et je peux te dire que je ne l'avais pas bien, la gestion. Parce que Théo a tourné autour de moi, voilà, je le dis. Mais non, c'était super intéressant. Parce qu'il y a vraiment des watts, mais tu es obligé quand même d'avoir une certaine finesse. Parce que sinon, tu pars en sous ou tu pars en sur. C'est vraiment pas simple. Et il y a une chose aussi, pourquoi l'électrique est bien, c'est quand on prend des physiques de personnes, par exemple moi, typiquement, qui ne fait pas 80 kg et qui a plus de mal à emmener une machine en thermique. Avec l'électrique, ce fameux système de on-off va permettre de perdre le moins de temps possible. Ah oui. En fait, t'as moins l'impact du poids. C'est ça, il y a moins l'impact du poids. Ouais. Quand j'ai fait les 24 au RKC, ils étaient tous, même s'il y avait une petite BOP avec des petits poids, les mecs, ils faisaient 45 kilos, c'était pas la même. Hein. Moi, les relances, je sautais sur le kart. Mais c'est clair. J'ai pu participer ou partager, en tout cas, la piste avec certains autres pilotes très bons, etc. C'était lesté. Ah ouais, mais moi, même pas lesté, j'étais déjà trop lourd. Donc, ça permet de réduire un petit peu ça. Ouais. Pour terminer, vous avez d'autres produits chez Sodicart. Je vois qu'on parle même de jeu. Games of Cards. Exactement. Ouais. Explique-nous tout ça pour terminer, parce que ça a l'air d'être, ça m'intéresse. Le Game of Cards, c'est quoi? On prend Mario Kart et on le bascule sur un circuit. C'est-à-dire qu'on va un petit peu... c'est la vidéo qui se trouve juste derrière. Énorme ça, oui, j'en ai vu parler. C'est un Mario Kart sur une vraie piste de kart. Et c'est vous ça? C'est nous. C'est énorme. Exact. Et c'était pas le premier à en faire ça, c'était en Belgique, je crois. Ça, c'est le concurrent, donc faut pas trop en parler. Ah ouais, voilà. Joe, les pieds dans le plat, présente. Non, mais c'est bien, justement, ça veut dire que ça plaît aussi. Ça plaît parce que c'est une autre façon de voir le kart, c'est beaucoup plus ludique, c'est beaucoup plus du divertissement. Oui, ça va moins vite. Hein. Ça va beaucoup moins vite, mais là où, dans une session de cartes, on peut pas forcément jouer avec sa famille, là, on va pouvoir le faire.
Ah, c'est cool. Ouais. C'est-à-dire que la maman peut gagner, ou la sœur, ou le frère, Il y a le petit plus frère. trop d'histoires de performance, c'est plus de gestion de jeu, c'est plus de choses comme ça. J'imagine que vous avez essayé d'avoir des licences avec Nintendo, mais c'est mort. Ça, je sais pas, faudra demander aux Parce que personnes là, le jour où vous avez une licence Nintendo, tu Ah bah là, on s'y met, c'est Rémi, hein, monstrueux. là, il faut y aller. Hein. Là, vous cassez le game. Hein. Non, mais le premier qui arrive à avoir la licence Nintendo, mais il casse le game. Ouais, mais C'est un renouveau du loisir. ça, il casse le game, mais peut-être qu'il peut casser le jouet aussi, parce que, bon... Mais ouais, mais attention, là, pour tout le monde, t'as un Nintendo en vrai. Non, après, c'est un jeu qu'on a développé chez nous directement. Ça marche qu'on bien. fait évoluer. C'est fun, Ça se vraiment, c'est une autre développe, façon de... Ouais, c'est une autre façon de voir les choses. Moi qui suis purement course et qui trouve ce genre d'activité un petit peu moins attrayante, c'est vrai que ça reste sympa. Si on côtoie des personnes qui ne sont pas forcément passionnées de sport auto, c'est une bonne alternative. Et comment ça marche, cette fonction? C'est que tu as le kart qui a un boost, un kart qui a un ralentissement. Il y a quoi d'autre qu'on peut avoir comme ces items? Alors, le principe, c'est que sur la piste, on a des bonus. Donc, il y a plein de capteurs un petit peu partout. Ouais. Où il y a des zones de bonus où on va vous proposer, comme à Mario Kart, les espèces de cubes qui tournent. C'est génial. Donc on roule dans ces zones-là et on a un écran sur le volant obligatoire pour savoir quel type de bonus on a. Et avec le bouton boost, on va envoyer le bonus. C'est génial. Ouais. En tout cas, ça a l'air très très fun. Faudrait que j'essaye ça. Ça fait longtemps que je le vois passer. Mais ça se tente. Où est-ce qu'on trouve ça? Il y a combien de centres en France? Alors, on peut déjà le trouver sur le site internet, toutes les pistes qui proposent ce produit. On a notre showroom à Nantes, c'est la première piste Game of Kart. Ensuite, on a Lyon qui propose ça. Et après, je ne saurais vous dire les autres de Sur tête. Paris, il y en a? Sur région parisienne? Paris, je ne sais pas, je préfère pas dire. Ouais, mais en tout cas, à retrouver sur le site de Sodicart. C'est ça. Théo, c'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous. On aurait pu encore débattre longuement sur tout ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'était très cool et vraiment très très beau projet que le SWS et puis le Game of Cards, c'est magnifique. On voit que ça Finale bouge. électrique la semaine prochaine. Ah oui. Finale électrique la semaine prochaine, donc on a 98 pilotes qui vont se battre pour le titre international purement électrique. Et on a la finale thermique, donc la grande finale, on appelle ça chez nous, à Campios, donc proche de Malaga, où là on a 400 pilotes qui viennent rouler. Donc ça, c'est quoi, Divisant en début plusieurs juillet? catégories. Début juillet, divisé en plusieurs catégories. Et là, pareil, ils se battent tous pour le titre dans chacune des catégories. Parfait. Et c'est à partir de 7 ans, c'est important de le Ah, ça préciser. c'est bien. C'est qu'on a des catégories juniors, des catégories sprint, des catégories électriques, des catégories endurance. Ah là là, et On moi qui ai attendu segmente 14 ans vraiment. pour faire du kart. Non mais franchement, Ouais. On a trop attendu. on a trop attendu. Exactement. Merci à tous d'avoir été là sur ce renouveau de Racing Extreme. Mais Non, non, bah non, c'est juste cette une petite reprise, quoi. pause. On a fait les petites pauses lunettes. Mais maintenant, on est là tous les lundis à 19h. C'était exception aujourd'hui à 18h30, mais on sera là la semaine prochaine. Attends, avec justement, Jean-Louis. Oui. on oublie quelque chose là. Ah quoi? On va souhaiter un bon anniversaire à Ah. Maman Renew quand Ah même. bah oui, évidemment. Ah oui. Alors ok, très bien. Joyeux anniversaire, maman, si tu regardes. Voilà. Bah, j'espère qu'elle va regarder. J'espère. Ton papa regarde. Oui, j'espère aussi. Ouais. Ah bah lui, il regarde tout. Voilà. Tout. Ils savent tout ce qui se passe. Même quand on parle d'un problème de pompe à eau pour Thierry Neuville, un rallye, ils font c'était intéressant. Ah, hein. c'était vachement C'est bien. énorme. Bon, en tout cas, merci de nous avoir regardés. On se retrouve lundi prochain, même endroit, même heure. Et puis, tu reviens quand tu veux. Merci bien. Merci. Ciao, ciao. Salut. Merci, au revoir. À bientôt.